justement des protocoles d'accord pour ensuite les bafouer, et l'on comprend aisément aujourd'hui la radicalisation constatée du sujet, même si par ailleurs certains veulent faire croire à l'opinion qu'il y a des relents politiques. Qu'il en est ainsi ou qu'il soit ainsi, peu importe. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, c'est l'autorité qui doit prendre justement la responsabilité d'aller vers les grévistes, d'échanger avec eux, parce que lors de l'avant-dernier conseil des ministres, le ministre de la Justice, dans sa communication, n'avait abordé que la question justement des bracelets électroniques, alors que le secteur de la justice était totalement paralysé. C'était incompréhensible, alors qu'il fallait poser les débats par rapport à la paralysie constatée dans le secteur de la justice avec le Conseil et le président de la République, essayer justement de trouver des solutions urgentes. Un ministre de la Justice énormément pointé du doigt, mais aujourd'hui, est-ce que le chef de l'État n'a-t-il pas également sa part de responsabilité? Le chef de l'État a sa part de responsabilité, d'autant plus que c'est lui qui est revenu même sur le décret qu'on avait déjà signé. Je crois qu'une autorité, dès l'instant que vous apposez votre signature sur un décret, en tout cas, il faut réfléchir à 2 fois avant de revenir sur la décision qui a été déjà prise. Mais je crois que cette grève-là aussi, il faut situer la responsabilité à 2 niveaux. D'abord au niveau du SYTJUST et aussi surtout au niveau du côté gouvernemental. Le SYTJUST, Maître l'a dit tout à l'heure, je crois que ça fait plus de 2 mois, je crois aujourd'hui nous en sommes au 70e jour où les agents en tout cas le SYTJUST est en grève. Et là aussi, il faut se dire que ce qui a amené peut-être la radicalité du SYTJUST, c'est que depuis 2 mois, le ministre quand même c'est complètement renfermé, complètement au point qu'il ne donne même pas la possibilité d'entamer un début de dialogue. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai entendu au niveau de la radio que enfin le ministre daigne sortir de sa torpeur pour recevoir les travailleurs de la justice. Et je dis que vraiment c'est salutaire. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'aurait fait depuis plus en tout cas 2 mois auparavant, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé aujourd'hui à cela. Et dans tout cela, celui qui perd, c'est tout simplement le citoyen qui a besoin peut-être d'un acte, c'est le citoyen peut-être qui a besoin encore d'un papier au niveau de la justice et qui ne sait plus à quel sein se vouer. Au moment où le SYTJUST est en grève, le ministre aussi se renferme complètement en refusant tout dialogue. Je crois que là, les populations quand même n'ont que leurs yeux pour pleurer le sort quand même qu'on leur a imposé et qu'ils n'en veulent pas. Donc je crois que là, il faut pointer du doigt la responsabilité, c'est-à-dire la radicalité de sujet. Parce que aussi, il faut Maître l'a rappelé tout à l'heure, le service minimum. Je crois qu'à un certain moment, il faut savoir quand même assouplir peut-être le temps de régler quelques petits problèmes avec aussi, c'est-à-dire en tout cas avec les populations, et aussi repartir de plus belle. Mais quand on renouvelle incessamment les 72 heures, je l'avais dit ici au secrétaire général du SYTJUST, il faut éviter l'effet boomerang. Parce qu'à un certain moment, quand les populations sont excédées par cette situation, ils risquent tout simplement vous de vous pointer du doigt alors que peut-être que vous êtes dans la stricte légalité et que aussi vos revendications sont purement légitimes. Mais dès l'instant que le citoyen aussi est aussi éprouvé, parce que aussi il faut songer à lui, dès l'instant qu'il est aussi éprouvé, à un certain moment, s'il en a marre, il risque tout simplement de vous pointer du doigt et vous, les victimes, vous risquez d'être tout simplement les coupables. Le gouvernement aussi, moi, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire les revendications du SYTJUST me renvoient aux revendications sempiternelles des enseignants. Depuis pratiquement 2011, 2013, 2018, ce sont les mêmes revendications cycliques qui reviennent. Nous en sommes aujourd'hui à 2020. On repose sur la table les mêmes problèmes. Ça veut dire que quelque part, ça ne fonctionne pas au niveau du gouvernement. Et moi, je dis que un gouvernement doit être toujours ouvert au dialogue. Il ne faut pas être allergique au dialogue. Il faut toujours être ouvert. D'autant plus que vous gérez un secteur où quand même il y a des acteurs qui très souvent ne veulent que s'exprimer pour donner de quoi mettre sur la table leur doléance. Mais vous fermez complètement votre porte en refusant tout début de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les agents quand même les travailleurs de la justice, ils sont arrivés à un moment où ils n'en pouvaient plus. C'est la raison pour laquelle les gens là sont allés vraiment dans ces positions extrémistes. Et je crois que ça aussi, quand même, il faudra l'éviter. De temps à autre, c'est bon de songer aussi aux populations. Parce que, en fin de compte, ce sont les populations qui en souffrent le plus. C'est vrai qu'on peut poser sur la table des revendications au niveau statutaire, au niveau indemnitaire. Mais là aussi, il faut songer aux populations. Parce qu'à un certain moment aussi, vous risquez tout simplement de les léser. Imagine quelqu'un qui devait
participer à un concours, il risque d'être forclos tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a la grève du Sud-Just qui fait de telle sorte qu'ils ne puissent pas disposer d'un papier au niveau du tribunal. La responsabilité de ces travailleurs-là est engagée, mais aussi la responsabilité du ministre qui se renferme, c'est-à-dire sur lui-même et qui ne veut pas du tout les recevoir. Ce qu'il a fait aujourd'hui, pourquoi il ne l'a pas fait depuis plus de 2 mois auparavant? Mais saluons quand même vraiment peut-être cette ouverture-là qui, j'espère vraiment, ira forcément vers des solutions. Est-ce que c'est pas même lui mettre le problème, Maître Malick Sall, qui est un avocat, on se dit qu'il est habilité pour diriger ce secteur? Bien sûr, je crois que c'est pas un problème de compétence d'un ministre. Parce qu'avant lui, d'autres avocats ont dirigé ce département. Et des avocats de la même promotion. Je pense à Madi Kenyan, je pense à Amadou Sall, etc., qui ont dirigé ce département. Et c'est un département qui est difficile. C'est normal, une justice. Hein? Mais ça n'enlève en rien la responsabilité de l'État. Il faut dire que le ministre, il est entouré de ses conseillers. Mais le premier reproche qu'on peut faire au ministère, c'est que le ministère ne communique pas suffisamment, ne s'explique pas suffisamment. Ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Il y a des démarches, il y a des facilitateurs. Depuis longtemps, hein, il y a des facilitateurs qui travaillent dans l'ombre, hein, qu'on a cité récemment, dont Maître Doudou Ndoye, Maître Jean Silva, le bâtonnier de l'ordre, etc. Le médiateur. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans les coulisses pour essayer de régler le problème. Mais là où c'était difficile, c'est d'abord la position de radicalisation du Sud-Just, que moi j'ai trouvé inadmissible. Et depuis 2010, je dénonce cela. C'est ma famille. Mais il faut qu'on se dise les choses. Je les soutiens. Je peux même dire que je suis l'un de leurs plus grands soutiens. Parce qu'en 2013, quand ils ont engagé une procédure contre l'État du Sénégal, j'étais le seul avocat à les défendre devant la Cour suprême. Et ils le savent. Donc, c'est parce que je sais qu'ils ont raison sur le fond. Mais une grève, exercer un droit de grève, c'est donner à un travailleur contre son employeur. Ou le travailleur dit, moi, je ne travaille pas. Je croise les bras, je ne travaille pas, au détriment de l'entreprise. Donc, celui qui paye les pots cassés, c'est l'employeur. Mais dans le cas de service public, quand le travailleur exerce le droit de grève, c'est pas son employeur qui est l'État qui en pâtit, mais ce sont les populations. Que ça soit dans la santé, dans l'éducation ou dans la justice, ce sont les populations qui payent les pots cassés. C'est pourquoi une telle grève ne devait pas durer longtemps. Et pourquoi cette grève dure longtemps? Parce que quand on est payé, on fait grève, on est payé, on n'arrête pas. Dans aucune démocratie, dans aucun pays développé, on ne voit des gens aller en grève et être payés à la fin du mois. Tu es couché chez toi, à la fin du mois, on te paye. D'abord, ça viole les règles de comptabilité publique, parce que c'est des deniers publics, et les deniers publics, on paye un service qui est effectué. Et nous, il y a quelques années, on a voulu porter plainte contre l'État du Sénégal, qui payait des grévistes. Je vous assure, si vous allez en grève pendant une semaine et qu'on vous coupe ça sur votre salaire à la fin du mois, la grève ne durera pas 2 semaines, encore moins 1 mois ou 2 mois. Mais quand les enseignants allaient en grève et qu'on avait commencé à faire des ponctions sur leur salaire, ils ont menacé l'État. Et l'État leur a remboursé les ponctions. Alors, si vous êtes sûr que si vous allez en grève, vous restez chez vous, vous êtes quand même payé à la fin du mois, mais vous continuez la grève. C'est la raison principale pour laquelle cette grève perdure. Ce n'est pas normal qu'un gréviste soit payé parce qu'il n'a pas travaillé, il a choisi de ne pas travailler, d'utiliser cette arme-là, alors qu'il y a certainement d'autres armes, d'utiliser cette arme pour faire pression contre son employeur. Normalement, ce sont les syndicats qui doivent se cotiser, qui doivent chercher des ressources pour compenser la perte de salaire des employés. Il n'y a qu'au Sénégal où on voit ça. Donc ça, c'est ce qui explique la durée de ces grèves-là. Mais encore une fois, ils auraient dû assurer le service minimum. Ils devaient mettre un point d'honneur à s'organiser pour assurer un service minimum. Mais quand des services comme la justice, des tribunaux sont bloqués, parce qu'il y a la grève du Sud-Just, on peut comprendre pendant 2 jours, 3 jours. Mais quand ça se renouvelle par tacite reconduction, on fait 3 jours. Et ensuite, on fait les 2 jours de la semaine qui reste. Et ensuite, on renouvelle pour 112 heures, 48 heures. Non, attendez.
Ce sont les populations qui en pâtissent et c'est pas normal. Et c'est là où intervient la faute de l'État. Parce que l'État avait les moyens d'organiser la continuité du service public en faisant des réquisitions. La loi le permet. Le Code du travail le prévoit. Le statut des fonctionnaires le prévoit. On a même cité les noms des greffiers qui peuvent être réquisitionnés pour assurer un service minimum au bénéfice des populations. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Depuis le début, on aurait dû réquisitionner du personnel. C'est comme en matière de santé. C'est névralgique, c'est indispensable. Alors, on ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Ça, c'est un. La deuxième faute de l'État, c'est que c'est le Sudjust qui a raison dans le fond. Parce que les revendications du Sudjust sont fondées. Je prends un exemple. Un des plus importants, ce sont les fonds communs. Comme il y en a à la douane, comme il y en a aux impôts. Le personnel de justice a un fonds qui est alimenté par des frais de justice. Qu'est-ce que l'État a fait en 2013? L'État a enlevé à ce fonds-là une source essentielle, c'était les droits de nantissement. Normalement, quand un investisseur il vient, il doit payer au titre des droits de nantissement une somme assez importante. On les a privés de cette somme, certainement pour attirer des investisseurs. Mais quand on leur enlève un droit acquis qu'ils avaient depuis longtemps, on cherche des fonds de compensation, soit dans le budget de l'État, soit on crée une autre source. Mais qu'est-ce que l'État a voulu faire? L'État a voulu taper sur les consommateurs, sur les populations. C'est l'objet des décrets qui ont été pris. Au lieu de prendre dans le budget de l'État, qui est constitué des impôts déjà des justiciables, on a voulu augmenter les frais de justice au détriment des populations. Et parfois dans des proportions incroyables. C'est pourquoi on n'a pas osé publier ce décret-là, bien qu'il y a des greffes dans les régions qui l'appliquent déjà, alors que ce n'est pas applicable. Mais il faut qu'on leur restitue ces fonds-là. Il faut que l'État, quand on se trompe, il faut changer. L'État doit non pas publier les décrets comme le demande le Sudjust, parce que ce serait au détriment des populations, mais revenir sur cela, leur restaurer leur taux sur le nantissement et autres. Et puis, également, il y a quelques tarifs qui doivent être revus. Des tarifs qui datent de 20 ans, où on vous dit en casier judiciaire c'est 400 francs, alors qu'on pouvait relever un peu. Un jugement de divorce c'est 6 000 francs, 600 francs, etc. Ça, ce ne sont plus des tarifs d'actualité. Donc, il faut les relever. Parce que voilà un métier qui est extrêmement difficile et noble. Non seulement ils ont une formation, mais ils travaillent parfois même la nuit. Et c'est des pères et des mères de famille. Il faut leur rendre justice. Nous, c'est ce que nous disons. L'État doit le faire. Et encore, en dernière sorte, la troisième faute, c'est que quand moi, État, je signe un accord, je me rends compte à la fin que ce n'est pas faisable. Mais je dois avoir le courage et la loyauté d'appeler les gens pour leur dire, écoutez, c'est moi qui avais signé ça, je ne peux pas. Donc, je suis obligé de vous renégocier pour qu'on trouve d'autres formules. Et ça, l'État ne l'a pas fait jusqu'à présent. Mais encore une fois, il y a un problème de communication. Et ensuite, il y a le langage du Sudjust qui pose problème. Le ministre, mais c'est notre supérieur à nous tous, auxiliaires de justice. Quand on s'adresse à son supérieur hiérarchique, on le fait avec courtoisie, on le fait avec politesse. Ça, je l'ai déploré. Vous ne pouvez pas insulter votre supérieur et ensuite lui demander de venir s'asseoir avec vous et de discuter comme si de rien n'était. C'est pas possible. Dans la vie, on peut tout dire, mais il y a une façon de dire les choses qui ne blessent pas. Et c'est cette façon qu'on doit s'exercer à apprendre tous les jours. Ça, c'est un reproche que je leur ai fait. Mais encore une fois, ils ont raison à 100% sur le fond. Presque tout le monde au bord des accusés, Abdoulaye Bo, vous êtes d'accord? Oui, effectivement, et je crois bien que tout le monde au banc des accusés, je ne répondrai pas par l'affirmative, parce que tout le monde ne peut pas être au banc des accusés. Mais en tout cas, les justiciables, ils sont en train de souffrir, de pleinement souffrir par rapport justement à cette grève qui perdure. Mais écoutez, la justice, c'est un pouvoir légalement reconnu, comme l'est le pouvoir exécutif, comme l'est le pouvoir législatif. Est-ce que vous avez entendu... Théoriquement. Oui, théoriquement. Mais est-ce que vous avez
Dans la pratique, oui. Dans la pratique, non, mais théoriquement, oui. Parce que vous n'avez jamais entendu les travailleurs de la présidence, justement, faire une grève ou battre le macadam. Vous n'avez jamais entendu les travailleurs de l'Assemblée nationale, sauf quelques rares escarmouches, si ce ne sont quelques chauffeurs, qui, en tout cas, ont rué dans les brancards. Pourquoi, diantre, ne devrait-on pas aller dans le sens de permettre à la famille de la justice de sentir qu'en réalité, elle tient un pouvoir légalement reconnu, mais un pouvoir qui s'exerce justement en respectant les règles élémentaires de droit, mais en respectant justement cette statut en tant que républicain dans l'exercice d'un métier, que ce soit greffier, que ce soit la magistrature, que ce soit autre secteur de la famille judiciaire. Maintenant, on peut voir justement le président d'une institution créée à des faits de recasement d'une clientèle politique, mais qui dispose d'une caisse noire de 50 millions par mois. Est-ce que c'est normal? Alors que ceux-là qui font le travail d'équilibre de la société, parce que la justice fait un travail d'équilibre de la société à tous les niveaux, à un niveau politique, à un niveau institutionnel, à un niveau social, etc. Et que ces travailleurs-là tirent le diable par la queue. Je crois bien qu'il faut réfléchir sur l'orientation justement des deniers publics. On ne peut pas aujourd'hui accepter. Que fait un président de l'Assemblée nationale avec une caisse noire avec autant de milliards par an? Que fait justement le président du HCCT avec autant de milliards de caisses noires par an? Que fait justement d'autres présidents d'institutions comme le Conseil économique, social et environnemental avec des caisses noires? Je crois bien que c'est là où il faut aller chercher justement nos deniers pour pouvoir les réorienter dans les secteurs d'activité qui participent à bâtir une nation forte, qui participent à bâtir justement des secteurs d'activité où le travailleur ne se sentira pas lésé au point de se radicaliser et de bloquer tout un système qui aura des répercussions sur le consommateur, poussant Maître Massokhna Kane à aller porter plainte au nom des consommateurs. Justement, Salut, le problème n'est-il pas la non-indépendance de la justice encore administrée par le chef de l'État? Vous savez, l'indépendance de la justice, c'est un serpent de mer. On en parle chaque fois. Mais vous savez aussi, quand on parle de l'indépendance, c'est à un niveau individuel. Parce que souvent on dit que la justice n'est pas indépendante. Il y a des magistrats qui sont indépendants, mais il y en a aussi vraiment qui ne le sont pas du tout. C'est pourquoi je dis c'est une assumation tout simplement individuelle. Et le magistrat qui ne veut pas devenir, en tout cas qui ne veut pas être indépendant, ne le sera jamais. Le magistrat qui le veut, le sera. Maintenant, il faut aussi lutter pour qu'en réalité, qu'il puisse jurer de cette indépendance-là. Et c'est là où on pose la problématique du Conseil même supérieur de la magistrature. Parce que quand quelqu'un décide souvent de votre carrière, soit il peut avoir une influence sur même l'indépendance de ces derniers, c'est-à-dire ces gens à qui ils gèrent leur carrière. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le combat même de l'UMS. Faire de sorte que le président de la République et son ministre de la Justice ne puissent plus siéger au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le fait déjà de siéger là-bas, ça peut être d'abord influent et aussi ça peut jouer un rôle quand même assez négatif sur même l'indépendance de ces magistrats-là. Et c'est ça qui est posé de tout temps par l'UMS. Et aujourd'hui, le crépage de signaux auquel nous assistons, malheureusement sur la place publique, entre des magistrats qui se crêpent le chignon comme ça, je crois que ça, c'est des images vraiment auxquelles nous ne sommes pas du tout habitués. Voilà un corps vraiment qui est entouré de mythes, un corps vraiment à qui on a donné tout un tas de crédits, mais qui aujourd'hui, par la force des choses, à cause bien sûr de ce qui est en train d'arriver sur la place publique, perd complètement sa crédibilité. Je crois que là aussi, il va falloir quand même que les gens réagissent. Parce que, vous savez, la justice, c'est la colonne vertébrale de la démocratie. Et dès l'instant qu'elle se fracasse, c'est comme si toute la nation est à terre. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut faire de sorte que cette justice-là puisse préserver vraiment son image-là. Et là, il y va vraiment de la crédibilité même de la nation. Mais si on en arrive aujourd'hui à avoir des magistrats qui engagent des bras de fer, qui se tirent dessus, et d'autres aussi qui se lèvent, qui prennent les médias pour dire qu'en réalité, ce qui est en train de se passer ne doit pas se passer. Parce que Alioune Ndao l'a dit aujourd'hui, je crois, ce matin dans un journal de la place, c'est que donc la situation quand même est devenue extrêmement grave. Et il va falloir que peut-être en tout cas des bonnes volontés, comme par exemple vraiment jouent aux bons offices, et vraiment qu'on nous prive de ce spectacle-là. Parce que ce qu'ils sont en train de mettre sur la place publique, ils auraient pu le gérer, bien sûr, de façon discrète, comme on nous a toujours habitués. Parce qu'il ne faut pas que cette justice-là... Vous savez que tous les corps ont des tares. Mais
si aujourd'hui on en arrive à mettre ça sur la place publique et se tirer dessus, ça veut dire que c'est le corps qui est en train de se décrédibiliser. Or, je crois qu'il nous faut quand même une justice toujours crédible, même si certains magistrats sont soupçonnés ou bien en tout cas sont accusés d'avoir perdu complètement leur indépendance. Mais il faut se dire quand même qu'il y a toujours des juges qui sont intègres, des juges qui sont indépendants et des juges qui sont impartiaux et qui continuent vraiment à faire le travail correctement qu'on attend d'eux. C'est vrai, vous l'avez dit, Serigne Saliou, aujourd'hui les magistrats se tirent dessus, mais quel sort après la saisine de l'inspection générale de l'administration judiciaire? Alors, il faut dire que c'est vraiment fâcheux et c'est désolant qu'il y ait eu ce problème. Mais heureusement que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de problème. Moi, je suis avocat depuis bientôt 40 ans et franchement, c'est la première fois que je vois un déballage public pareil. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qui a publié ces lettres. C'est à dessein, c'est lui qui l'a publié. Parce que la lettre du juge dont on parle, Yaya Amadou Dia, voilà, cette lettre date, je crois, du mois d'avril. Depuis le mois d'avril, pourquoi on attend maintenant? Alors que l'UMS a soulevé le problème d'un juge qu'on avait affecté dans des conditions que l'UMS a jugées anormales et a attaquées, c'est comme si on a voulu allumer un contre-feu pour attirer l'attention sur un autre problème qui était là, qui faisait l'objet d'une saisine depuis le mois d'avril. Alors donc, évidemment, on pense à beaucoup de choses, mais il faut se poser cette question, elle est importante. Qui avait intérêt à ce que cette affaire soit rendue publique? Voilà la question qu'il faut se poser. Maintenant, les gens sont obligés de se défendre. Quand on vous attaque, vous êtes obligé de se défendre. Moi, personnellement, je connais le juge Kane mieux que je ne connais le juge Dia, que je ne connais pas bien. Mais le juge Kane, comme il l'a dit, il est là depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons témoigner de la personne, c'est que c'est un homme extrêmement sérieux dans son travail. Extrêmement sérieux et rigoureux, qui étudie bien ses dossiers, qui a du caractère, qui est serein, mais qui a du caractère. Et on a vu qu'il a redressé beaucoup de torts quand il était à la cour d'appel, d'abord de Dakar. Ça, il faut le reconnaître. Okay. Vous voyez des gens qui ont été condamnés à des peines lourdes, alors que le dossier lui-même ne devait pas le permettre. C'est des erreurs. Vous savez, c'est une justice d'homme. Et c'est une justice de sous-développée où les acteurs, les juges et autres ont énormément de problèmes, de moyens pour fonctionner correctement. Et malgré ça, ils aiment ce qu'ils font et ils essaient de faire bien. Mais l'erreur est humaine, encore moins les jugements des hommes. Et on est en matière correctionnelle. Il y a beaucoup de dossiers dans lesquels des lourdes peines avaient été prononcées contre des personnes et quand ça vient en appel, nous avons connu des cas désespérés où le juge Kane, avec sa chambre, a même parfois ordonné un complément d'information et a changé cette décision-là. Donc, il faut lui reconnaître cela. Son sérieux, sa rigueur dans son travail, il connaît bien ses dossiers et il a du caractère. Il a du caractère. Nous, ce qu'on a vu, c'est là où les gens n'osent pas prendre des décisions. Lui, il prend des décisions et il assume. Donc ça, c'est le témoignage que je peux faire. Maintenant, sur le reste, quand on parle de corruption, il n'y a pas un corps de l'administration où il n'y a pas de la corruption. C'est l'être humain qui est comme ça. Il y en a partout. Moi, je ne dirais pas X ou Y à... Secteur de la justice sera bientôt un mauvais souvenir. Maître Ahmed Touré, que je vous propose de le suivre. Il est au micro de Mamadou Fofana. Sen TV, bienvenue chez vous. fu ngeen mënti nekk ci àdduna ci suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader des médias